Maurice Sudjek-Dione. Merci bien, Chérif Diop. Il est enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Bonsoir, Monsieur Dione. Bonsoir. On va commencer par l'installation du comité de pilotage du dialogue national. Le PDS qui a décidé de bouder cette cérémonie, ainsi que le parti Rewmi et PASTEF. Comment faudrait-il comprendre aujourd'hui la posture de ces leaders? Je crois que ces leaders politiques du PDS, de PASTEF et de Rewmi estiment tout simplement que le dialogue national est une forme de mise en scène pour requinquer en quelque sorte la légitimité, la crédibilité, l'autorité du président Sall. Parce qu'en principe, quelqu'un qui a gagné avec 58,27% des voix, en principe, il devrait dérouler son programme. Au lieu de dérouler le programme, s'il appelle l'opposition, je crois que ça nous renseigne sur la pathologie de notre démocratie, sur les défaillances de notre système démocratique. Alors aujourd'hui, on a plus l'impression que les gens ou les acteurs politiques ne s'attardent que sur des questions d'ordre électoraliste. Le plus souvent, on les entend que sur ces points-là. Alors qu'on parle d'un dialogue national, normalement, il devrait y avoir beaucoup plus d'intérêt venant de ces acteurs. Je crois que le dialogue national, de mon point de vue, doit être compris comme étant un moyen de corriger les effets pervers des pratiques autoritaires qui ont été posées, qui ont été le fait du président Sall pendant son premier mandat. Et cela nous renseigne, comme je le disais tantôt, sur les défaillances de la démocratie sénégalaise à deux niveaux. Au niveau de la régulation normative et au niveau de la régulation discursive. Au niveau de la régulation normative, c'est qu'on a du mal à institutionnaliser des règles du jeu acceptables et acceptées par tous les acteurs parce qu'ils auront participé à leur élaboration pour stabiliser le jeu politique et pour que les institutions qui sont issues de cette compétition électorale puissent être des institutions crédibles, fortes et reconnues par tous. Malheureusement, on est dans une logique où les tenants du pouvoir manipulent constamment les règles du jeu selon leurs intérêts, selon leurs bons désirs et leurs bons plaisirs et n'en ont cure des règles et des principes démocratiques. Et de ce point de vue-là, il y a une certaine mauvaise foi des acteurs et qui fait que la démocratie sénégalaise est un éternel recommencement. Je parlais de régulation normative, mais il y a aussi la régulation discursive. Et cette régulation discursive, c'est que le fait de se cantonner sur ces considérations d'ordre électoraliste empêche le pays de discuter, d'avoir une confrontation intellectuelle, idéale, programmatique sur des projets de société et de poser les vrais problèmes qui intéressent les Sénégalais et de s'employer à leur trouver des solutions. Et cette défaillance discursive aussi se manifeste à travers les injures, les attaques crypto-personnelles et ce désordre ambiant au sein même de la majorité qui se fait l'écho par elle-même de ses propres scandales. Mais sauf que là, nous parlons d'un dialogue national. Est-ce que vous pensez que ce dialogue n'était pas pertinent? Pertinent, je ne poserai pas la question comme ça. Qu'est-ce qui nous a amené à parler aujourd'hui encore de fichier électoral, à parler encore de fiabilité des élections, à déplacer encore les élections locales pour le 28 mars 2021 au plus tard, alors que la charte fondamentale du pays pose le principe de l'autonomie, de gestion des collectivités territoriales. Et donc tous ces principes sont piétinés, sont écrasés, foulés aux pieds. Le parrainage a été imposé sans discussion réelle. Beaucoup de candidats à la candidature ont été éliminés. Et lorsque tous ces forfaits et ces forfaitures ont été réalisés et qu'au bout du compte, il y a aussi des cas liés à une manipulation de la justice, de l'appareil judiciaire, dans le cas de Khalifa Sall et de Karim Meïssa Wade. Et tout cela donne l'impression que ce qui intéresse les tenants du pouvoir, c'est de conquérir le dit pouvoir, de conserver le pouvoir, et après on peut se permettre de convoquer un dialogue national pour tenter de corriger les effets pernicieux de ces pratiques-là. Et on se rappelle qu'en 88, on était à peu près dans ce même scénario, et on était sorti de ce processus avec le code consensuel de 1992, avec toutes les avancées qu'il y a eu. Aujourd'hui, c'est comme si le Sénégal était retourné en arrière, parce qu'après qu'un président est élu avec une majorité aussi confortable, en principe, il aurait dû dérouler son programme et non pas appeler à un dialogue. Sauf que depuis 1992, comme vous venez de l'évoquer, il n'y a pas eu jusqu'à présent de consensus entre les acteurs politiques. Donc,
aboutir à notre consensus, peut-être que le dialogue politique a été convoqué avec tous les impairs qui ont été soulevés de la présidentielle à nos jours. Oui, en réalité, le consensus, c'est-à-dire il faut qu'il y ait la démocratie, c'est l'organisation des désaccords. La démocratie fonctionne sur la base d'un clivage majorité-opposition. Mais il faut au moins que l'on soit d'accord sur les désaccords. Et ça veut dire qu'il faut un minimum de concertation dans la définition, dans la production des règles du jeu. Et donc, lorsqu'il y a un unilatéralisme persistant dans la manipulation des règles du jeu à l'effet d'assurer uniquement les intérêts de la majorité au pouvoir, naturellement, on se retrouve dans des situations d'impasse où le président est obligé de revenir à des considérations dites de dialogue national, mais qui en réalité est un prolongement des stratégies de manipulation. Ce qui veut dire que c'est quelque part autre chose et qu'il y a des négociations en dessous ou pas. Pourquoi vous dites ce qui semblait être un dialogue national, ça ne l'est pas? Bien théoriquement, oui, ça l'est. Mais quand vous voyez tout ce qu'il y a eu derrière, la libération de Khalifa Sall, la rencontre, je ne dis pas la réconciliation. Là, on est toujours sur les questions d'ordre politique, politico-judiciaire. Mais il y a d'autres sujets qui interpellent aujourd'hui la population. Il y a les dossiers sur le gaz, il y a l'électricité, ça c'est récemment, les questions de l'eau avec Suez et la question foncière. Il y a tellement de points qui pourraient aujourd'hui faire l'objet de concertation et non pas seulement s'arrêter sur les questions politiques judiciaire. Et encore une fois, ça me ramène à mon propos de tantôt, c'est-à-dire que ça nous renseigne encore une fois sur les défaillances de notre démocratie. Parce que les acteurs politiques... La démocratie n'est parfaite aussi, docteur. Oui, mais je veux dire que certes, on a eu deux alternances, mais on ne peut pas à chaque fois revenir sur les mêmes questions. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'au-delà des alternances, il y a une sorte de schizophrénie de la démocratie sénégalaise qui fait qu'on fait un pas en avant, un pas en arrière. Les questions relatives à la compétition électorale, de mon point de vue, devraient être définitivement résolues. Et lorsque ces questions-là sont résolues, la confrontation va se faire sur des questions de fond, sur le gaz, sur le pétrole, sur la bonne gouvernance. Le président a parlé de la mise en place d'une commission bonne gouvernance et transparence, mais depuis son élection en 2012, il avait parlé de la patrie avant le parti, il avait parlé de gouvernance sobre et vertueuse, il avait parlé de rupture, mais c'est ça le vrai problème. Pourquoi avoir laissé cela de côté pendant 7 ans et revenir après pour remettre une commission qui va parler de bonne gouvernance? C'est ça le problème. L'installation de ces commissions, il a précisé que cela s'est fait en consensus avec les autres acteurs, ce qui veut dire que peut-être ça a été une revendication venant d'autres acteurs de l'opposition. En fait, c'est une nécessité permanente. On ne peut pas développer ce pays sans mettre au cœur de l'action politique la gouvernance et la transparence. Et le président l'avait bien vu, mais il n'a pas suivi ce chemin-là. Et aujourd'hui, cela nous rattrape. Et je disais, pour terminer sur votre question, certes, il faut qu'il y ait ces questions de fond par rapport auxquelles il faut discuter, mais pour qu'on puisse discuter de ces questions de fond, il faut régler la question relative à la compétition électorale. Malheureusement, il y a une manipulation constante des règles du jeu pour les intérêts exclusifs des tenants du pays. Est-ce que vous voulez dire que le président de la République a piégé les acteurs politiques et qu'il est en train de dérouler son propre agenda? Mais bien entendu que le dialogue politique, c'est une vaste manipulation. Et regardez ce qui... Et y compris l'opposition est tombée dans ce piège-là. Parce que l'opposition aujourd'hui est complètement aphone, tombée en pamoison sur des revendications aussi vitales que l'électricité. C'est la société civile qui revient en force avec des mouvements comme Nyolang et autres qui prennent le devant de la scène, et les partis politiques de l'opposition brillent par leur absence. Ça veut dire qu'ils ne sont... Et pourtant, dans le dialogue politique, dans le volet dialogue politique qui en principe entre dans le cadre du dialogue national, donc on comprend mal qu'on installe 7 mois après le comité de pilotage du dialogue national, alors que le dialogue politique continuait à fonctionner. Donc déjà, ce sont des aberrations qui montrent que les acteurs politiques sont essentiellement intéressés par des considérations électoralistes et de conquête et de conservation du pouvoir, et que les préoccupations essentielles du peuple sénégalais ne sont pas prises en compte. Donc on ne devrait pas poursuivre ces concertations? Je ne dis pas qu'on ne devrait pas les poursuivre, mais il faut voir ce qui se cache derrière les manipulations des acteurs qu'il y a et replacer les vrais problèmes, replacer le peuple sénégalais au centre de tout cela et non pas être dans des logiques de tromperie, de manipulation. Mais qu'est-ce qui se cache derrière, selon vous?
derrière tout ça, ces tromperies dont vous faites état? Oui, derrière, je disais tout à l'heure que c'est une tentative de corriger les effets pernicieux de l'autoritarisme. Parce qu'en principe, quelqu'un qui est élu avec 58,27% des voix, il doit dérouler son programme, puisqu'il a été élu. Je ne vois pas pourquoi on va choisir 87 autres personnes qui vont se réunir pour qu'on puisse encore demander de faire encore un double programme qui va être appliqué. Alors qu'il y a déjà quelqu'un qui a été élu sur la base d'un programme et qui a été confortablement élu, même si les résultats n'ont pas été acceptés par le reste de l'opposition à cause de toutes les pratiques qu'il y a eu, manipulation unilatérale des règles du jeu, utilisation outrancière et politicienne des institutions, notamment de l'appareil judiciaire, pour écarter des candidats. Alors, on s'attendait, après les retrouvailles entre président Macky Sall et Maître Abdoulaye Wade, à une décrispation de l'atmosphère politique. On a l'impression aujourd'hui, avec l'attitude du secrétariat national du PDS, que cette concertation qui avait aujourd'hui fait l'objet de beaucoup d'espérances côté acteurs politiques, que cela n'a pas donné finalement le fruit escompté. Ça nous ramène à ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les manipulations et les ruses qu'il y a derrière le dialogue politique. Tout simplement parce qu'il y a des questions de fond. Est-ce que ce n'est pas parce que c'est Maître Wade qui n'est intéressé que par des questions personnelles plutôt que d'ordre général que cela bloque quelque part ces concertations? Mais ces questions personnelles sont aussi des questions relatives au respect des droits et libertés de l'opposition et de respect de l'état de droit, tout simplement, puisqu'on a vu comment, dans quelles conditions Karim Wade a été condamné par la CREI, une juridiction d'exception qui a été attentatoire à bien des égards aux droits et libertés du mis en cause. Donc là aussi, c'est des problèmes de justice qui se posent et de ce point de vue-là, ne peuvent pas être vus tout simplement comme des problèmes personnels. Mais est-ce que dans ces ruses, on peut y mettre cette question du troisième mandat, que Macky Sall est en train de prendre son temps pour peaufiner davantage ses stratégies? Pour le troisième mandat, on en parle beaucoup, mais pour le moment, on ne voit pas encore d'actes suffisamment clairs pour dire que le président va aller dans ce sens. Parce qu'il a dit que ce n'est pas encore le moment du débat. Sauf que le débat va venir. Sauf que ce n'est pas en niant un problème qu'on le fait disparaître. Le problème est là. Le président, en principe, en est à son second et dernier mandat. Donc, il ne peut pas ne pas organiser sa succession et on ne peut pas ne pas parler de sa succession, en tout cas du côté de l'opposition, puisque l'opposition n'est pas tenue à la discipline partisane qui fait que quiconque parle de mandat. Et vous dites en principe renvoyé. Comme Ismaël Madior Fall, en principe. Il a droit à un troisième mandat ou il ne l'a pas? Ce n'est pas à moi de le dire. Je dis tout simplement que l'esprit de la Selon les interprétations de la Constitution sénégalaise veut qu'on a voulu qu'il n'y ait pas de chef d'État qui se pérennise au pouvoir. Et donc c'est pour lutter contre l'usure du pouvoir qu'on a constitutionnalisé ce principe de la limitation à 2 mandats et en utilisant un verrouillage institutionnel avec l'usage du référendum au cas où on voudrait modifier cela. Et je crois que c'est extrêmement important, avec tout ce qu'on a connu en 2012, avec les morts qu'il y a eu, la tension qu'il y a eu dans ce pays, je crois que la sagesse commande que l'on respecte la dans son esprit comme dans sa lettre. On en revient à la succession toujours du président Macky Sall. La question du Dauphinat ou de sa succession, peu importe comment on peut l'appeler, il y a dans son camp des tiraillements qui font aujourd'hui penser à certains que c'est dû peut-être au fait qu'il n'a pas encore désigné un profil qui pourrait être son successeur. En réalité, l'APR a été mise en place pour asseoir, pour porter les ambitions de pouvoir du président Sall. Donc dès l'instant que celui-là est à une situation où il est à son second et dernier mandat, il y a naturellement des voix, des appétits qui s'aiguisent par rapport à la succession et cela est tout à fait normal. Je crois que plus on va avancer dans le second et dernier mandat, naturellement, plus il va y avoir des manifestations beaucoup plus claires, beaucoup plus expresses d'ambition, de personnalité, de responsable de son camp, mais également par rapport à lui, s'il est tenté par le syndrome du troisième mandat, il va falloir s'attendre à ce qu'il pose
pose des actes par rapport à cela. Vous avez abordé tout à l'heure la question de la naissance de nouvelles figures qui aujourd'hui sont beaucoup plus présentes sur des questions qui intéressent la nation plutôt que la classe politique classique, si on peut ajouter ce terme. Est-ce que cela peut constituer aujourd'hui une menace pour cette opposition-là qui est aphone? On ne l'entend pas sur certaines questions, alors qu'à côté, on a des gens qui sont là, des activistes ou des gens de la société civile qui se mettent debout et risquent même leur liberté sur des questions d'ordre national. Cela veut dire qu'il y a un divorce, un fossé qui est en train de se creuser entre les citoyens et leurs représentants ou leurs dirigeants. Parce que la démocratie, dans son idéal, c'est un régime qui postule l'identification des gouvernants aux gouvernés. Mais dans la réalité, c'est une tension, c'est une asymptote vers laquelle on tend. Et aujourd'hui, lorsque les partis politiques, les acteurs classiques, comme vous dites, se démarquent des préoccupations essentielles du peuple sénégalais, eh bien, il y a ce divorce qui se crée. Et la nature ayant horreur du vide, des activistes, des mouvements sociaux prennent le relais et risquent d'avoir plus de légitimité que les entrepreneurs politiques au sens webérien du terme et qui vont donc risquer de nous amener vers d'autres problématiques, mais qu'on peut émettre tout simplement à titre d'hypothèse qu'on n'exclut pas qu'il puisse y avoir l'émergence d'une personnalité qui puisse fédérer tout ce mécontentement. C'est pas parce que c'est l'opposition qui a démissionné également, parce qu'on a besoin que dans un gouvernement ou dans un régime, quel qu'il soit, qu'il y ait au moins une force à côté pour pouvoir faire basculer les choses ou équilibrer les choses. Mais aujourd'hui, on n'a pas cette opposition-là. Est-ce que ce n'est pas parce qu'elle a démissionné? Pas qu'elle a démissionné, mais qu'elle a été en quelque sorte anesthésiée par la stratégie du président Sall. En appelant au dialogue politique, pour redéfinir les règles du jeu, ça veut dire qu'aussi l'opposition n'est intéressée que par les considérations électoralistes. Donc ça veut dire qu'on ne fait que tourner autour de la conquête et de la conservation du pouvoir au détriment des problèmes de fond. Et ça nous pose un autre problème sur la nature du pouvoir et la finalité du pouvoir. On cherche le pouvoir pour quoi faire? Est-ce que c'est un instrument au service de la transformation qualitative de la société ou est-ce que c'est un instrument de puissance, de jouissance et de réjouissance? Je crois que toute l'action politique dépend de la résolution de cette équation. Aujourd'hui, si les citoyens mènent leur combat sur le terrain, est-ce que cela veut dire que c'est la mort programmée des partis politiques? Mort programmée peut-être pas, mais en tout cas discrédit des partis politiques, faiblesse des partis politiques enclenchée, parce que c'est une hypothèse qu'il faut postuler. On a vu toujours que les indépendants n'avaient pas des scores satisfaisants, en tout cas intéressants du point de vue électoral dans l'histoire politique sénégalaise. Mais il y a le phénomène Sonko, qui est quand même arrivé troisième à la présidentielle. Troisième, sauf que certes il y a ce phénomène Ousmane Sonko qui propose une autre manière de faire de la politique, mais il faut apporter à cela deux nuances. La première nuance, c'est que Sonko a un appareil politique, donc c'est pas un indépendant. La deuxième nuance, c'est que aussi l'élection de 2019 est une élection tout à fait particulière, parce qu'il ne faut pas oublier que des partis historiques comme le PDS n'avaient pas de candidat, le PS n'avait pas de candidat, l'AFP non plus, et donc beaucoup d'autres candidats à la candidature ont été également écartés par ce procédé pernicieux du parrainage. Alors, avant de vous laisser partir, professeur, vous êtes à l'UGB et on note qu'il y a des affrontements sur place. À quand la reprise correcte des cours? Je crois qu'à l'UGB, on a connu c'était une université d'excellence avec des effectifs réduits. On a massifié à outrance l'UGB sans pour autant apporter les infrastructures qu'il fallait et les ressources qu'il fallait. Et c'est fait que l'université aujourd'hui traverse une crise profonde. Il y avait des promesses fermes de l'ancien ministre de l'Éducation et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en termes d'accompagnement de l'UGB. Et malheureusement, on est dans cette même forme de gouvernance où on promet beaucoup et où on se libère très facilement. Vous êtes en train de conjuguer au passé, c'était une université d'excellence. Est-ce qu'elle ne l'est plus?
cette université. Elle se bat toujours pour l'être malgré les difficultés, mais il faut l'accompagnement des pouvoirs publics. Merci beaucoup, professeur Maurice Soudiek-John, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Merci également à Binta Diallo et à vous qui nous suivez de partout. Demain, Inch'Allah, pour le dernier numéro de la semaine. Excellente soirée sur la TFM.